Eh bien, dans le cadre de mon intervention, je vais aborder un des aspects de la mobilité, ce qu'on appelle les mobilités durables du quotidien. Donc, à la fois les mobilités qui font partie de nos déplacements de tous les jours et avec une vertu de conscience écologique et de développement durable. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger aujourd'hui autour de ces sujets-là. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par mobilité durable du quotidien? Qu'est-ce qu'on peut regrouper sous ce vocable de mobilité durable du quotidien? Alors, la voiture peut encore faire partie des mobilités durables du quotidien et fait partie des solutions déployées dès qu'elle va permettre de mettre en œuvre, par exemple, des solutions comme du covoiturage. Avec un acteur français bien connu, par exemple, qui est Blablacar, ou dès lors que ces véhicules vont utiliser des énergies décarbonées ou des énergies plus propres, comme il a été dit plus tôt cet après-midi. Mais on va surtout y additionner tout ce qui est lié aux solutions de transport en commun, que ce soit les réseaux ferrés, les autocars, les bus. Et puis, on a vu émerger des solutions complémentaires et alternatives que sont tout ce qui est lié au vélo en libre service, aux solutions de mobilité en free floating, avec notamment tout ce qui est offre de trottinettes, mais on n'oubliera pas un mode de mobilité qui reste tout à fait intéressant, qui est la marche à pied. Ça peut paraître assez simple en le disant comme ça, mais la marche à pied fait partie des modes de mobilité qu'on va inclure dans cette notion de mobilité durable du quotidien. D'ailleurs, il a été vu pendant la période post-confinement V1 que la marche à pied avait repris une part importante dans le déplacement des personnes, constat qui a été certainement la suite de la réduction forte des services de transport en commun. Et bien la marche à pied est entre guillemets redevenue un petit peu plus à la mode. Donc, voilà un petit peu le résumé, le spectre de ce qu'on entend autour des mobilités durables du quotidien, avec les quelques précisions que je viens de vous donner. Et aujourd'hui, on rassemble l'ensemble de ces mobilités durables autour d'un concept qui s'appelle le MaaS, le MaaS pour Mobility as a Service, qui fait écho à ce qu'on connaît dans le domaine du logiciel, de l'informatique et du cloud, qui s'appelle le SaaS, Software as a Service. Eh bien, on a repris ce terme-là pour l'appliquer à la mobilité et avec un principe de base qui consiste à dire aujourd'hui, les moyens de mobilité sont envisagés comme des produits que l'on achète, que l'on consomme. J'achète, je loue une voiture, j'emprunte un taxi, j'achète un billet de train, j'ai un abonnement pour mon réseau de transport en commun, je paye un abonnement pour mon vélo ou ma trottinette, par exemple. Eh bien, le MaaS est un concept autour duquel on va essayer de proposer l'ensemble des moyens de mobilité à consommer comme un service unique, globalisé, qui va permettre, en fonction des circonstances et de sa propre situation, d'avoir le choix entre plusieurs modes de déplacement. Bien, écoutez, aujourd'hui, en Auvergne, il ne fait pas forcément extrêmement beau. Très probablement que pour rentrer de mon bureau à mon domicile, je préférais emprunter les transports en commun pour être à l'abri. Et demain, s'il fait un merveilleux soleil en Auvergne, ce qui arrive
extrêmement souvent, eh bien peut-être que c'est en vélo en libre-service que je préférerais faire mon déplacement ou une combinaison de ces deux moyens. Alors, le concept de masse, on l'a vu émerger, il y a eu quelques initiatives à droite et à gauche, dont l'une d'entre elles est à Helsinki. Helsinki est la capitale de la Finlande, avec un acteur qui s'appelle Wim et qui a été un des premiers à mettre en place une véritable offre de mobilité as a service. On l'a même comment dire, souvent décrit cette initiative comme le Netflix de la mobilité. Donc, comment est-ce qu'avec un abonnement unique, comme on peut le connaître dans le domaine de la vidéo ou de la musique, hein, comment est-ce qu'on peut, au travers d'un abonnement unique, avoir accès à un flux constant et à un catalogue varié de moyens de mobilité? Eh bien, c'est ce qu'a expérimenté Wim donc à Helsinki, en proposant différents niveaux d'abonnement, donnant accès à différents niveaux de services et différents moyens de mobilité, jusqu'à aller à un abonnement de 499 € par mois, dans le cadre duquel on a un accès illimité à des voitures en libre-service, à du taxi, au transport public, à des scooters en libre-service, des scooters électriques et des vélos en libre-service. Voilà, avec un abonnement unique, j'accède à un catalogue illimité de moyens de mobilité. Comme aujourd'hui, avec 10, 12 ou 15 €, je peux accéder à un catalogue extrêmement conséquent de vidéos sur Netflix ou de musique sur Deezer, pour citer la plateforme française. Alors, c'est un système qui aujourd'hui n'a pas véritablement démontré sa rentabilité économique. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui un certain retour en arrière autour de ces principes-là. Donc l'intention est bonne, l'intention est intéressante. Sa mise en œuvre est encore aujourd'hui assez en devenir, et on va étudier ça d'un tout petit peu plus près. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la mobilité servicielle, mobilité as a service, qui est aujourd'hui l'enjeu principal des mobilités durables du quotidien, je vais essayer de vous théoriser un tout petit peu ce qu'est la mobilité servicielle, la mobilité as a service. Alors attention, accrochez-vous, c'est l'endroit presque le plus compliqué de mon exposé, avec un schéma un peu théorique, mais qui devrait vous permettre d'appréhender précisément ce qu'on entend par mobilité servicielle. Qu'est-ce que le MaaS? Alors, on peut décrire le MaaS, c'est un des moyens de le décrire, au travers de 3 axes de développement d'un plan de mobilité d'un territoire. Alors, si vous regardez sur le schéma que je vous présente, le premier axe, qui est l'axe service, le MaaS se repose sur une digitalisation forte de l'information, une digitalisation forte de l'accès à ces moyens de mobilité. Donc, ça va bien évidemment d'abord passer par tout ce qui est lié à l'information voyageur. Donc, comment bien consommer un service de mobilité si au départ, je ne sais pas de quoi il est fait, comment j'y accède, quels en sont les modes de fonctionnement, les horaires. Et puis, deuxième étape, c'est la capacité de consommer ces modes de mobilité. Donc, comment je peux acheter et dématérialiser un titre de transport, un pass mobilité, jusqu'à aller à une offre servicielle. Et donc, l'offre servicielle, c'est ce que je vous expliquais précédemment avec l'initiative de Wim, c'est comment est-ce qu'avec un abonnement unique, je vais pouvoir consommer tout un tas de mobilités différentes. Ça, c'est sur l'axe service, avec un contexte fort lié à la digitalisation. Deuxième axe, c'est l'amplitude territoriale. Peut-être que vous êtes un usager régulier des transports en commun urbains, mais peut-être aussi que vous habitez un tout petit peu plus loin que le centre-ville et sa proche banlieue. Et là, vous aurez besoin d'avoir accès à des moyens de déplacement interurbains ou périurbains, voire même des moyens de déplacement nationaux, parce que aujourd'hui, vous habitez dans une ville A et vous vous rendez pour un rendez-vous dans une ville B à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il faut appréhender le MaaS autour de ce deuxième axe, qui est celui de l'amplitude territoriale. Et là, on aborde une question d'interopérabilité des réseaux. Comment est-ce que je peux aujourd'hui facilement emprunter les transports en commun, par exemple depuis Clermont-Ferrand, pour me rendre jusqu'à la gare
SNCF de Clermont-Ferrand. Depuis cette gare SNCF de Clermont-Ferrand, prendre un train qui va m'amener jusqu'au Puy-en-Velay, et au Puy-en-Velay, depuis la gare du Puy-en-Velay sur le pont intermodal, reprendre un transport en commun qui va m'amener jusqu'à ma destination finale. Là, on a imbriqué, on a interopéré 3 réseaux de transport différents qui sont le réseau des transports TDC de Clermont-Ferrand, le réseau ferré TER, Transport Express Régional de la SNCF, opéré pour la région. Et troisième étape, comment est-ce que, arrivé au Puy-en-Velay, je vais prendre et emprunter le réseau TUDIP pour aller jusqu'à ma destination finale. Là, on parle d'interopérabilité. Et puis, il y a la notion de modalité. Quels sont les différents modes de transport auxquels je vais pouvoir avoir accès, avec comme colonne vertébrale, épine dorsale, si je puis dire, les transports publics qui restent le moyen aujourd'hui qui transporte le plus grand nombre de personnes en France et ailleurs dans le monde, et auxquels on va venir combiner d'autres modes alternatifs de mobilité. Je les évoquais tout à l'heure, hein, le vélo, la trottinette, l'autopartage, la voiture électrique, la marche à pied, le covoiturage, etc. etc. Un des objectifs du MAS, c'est d'arriver à un mode de fonctionnement extrêmement simplifié, extrêmement fluide, avec un enchaînement sans couture des différents réseaux et modes de transport pour arriver à une incitation forte vers les mobilités durables, et donc inciter de plus en plus de citoyens à délaisser des moyens de déplacement carbonés avec toutes les difficultés que ça implique, hein, comme il nous l'a été dit dans la première intervention de Patrick Oliva, comment arriver à un catalogue de mobilité facilement accessible, facilement consommable, et qui vont faire qu'on va un tout petit peu plus délaisser, ce qui est aujourd'hui au cœur de nos moyens de mobilité, en tout cas quand on va parler des territoires de taille intermédiaire ou des villes de rang 2, où la voiture est encore très largement présente comme moyen principal de déplacement. Voilà, ça c'est l'aspect un petit peu théorique encyclopédique de la définition du MAS. Maintenant, attachons-nous à voir un petit peu plus près quel est le contexte. Donc, ce concept de MAS, il a émergé il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Il y a 5 ans qu'on a mis un mot sur ce concept. Et voilà 5 ans que l'ensemble des acteurs, la plupart des acteurs de la mobilité du quotidien, donc tous les opérateurs de services de transport ou les exploitants de services de transport, nous promettent l'avènement du MAS. D'accord, c'est là, c'est pour bientôt, c'est le futur de la mobilité, des mobilités du quotidien. On va voir émerger des modèles autour du MAS. Et c'est une bonne chose parce que toutes les études qui sont menées tendent à montrer que c'est une attente forte des citoyens et des personnes concernées par des questions de mobilité. Donc on a d'un côté des opérateurs, des acteurs de la mobilité qui théorisent et présentent ce que sera le futur de la mobilité, et en face de ça, des consommateurs de cette mobilité qui plébiscitent ces solutions et qui l'attendent avec pas mal d'impatience. Or, il y a des enjeux économiques qui sont extrêmement importants hein, quand on parle des mobilités durables et des mobilités du quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour le marché français, c'est à minima 22 milliards d'euros en termes de surface économique qui est concernée par les mobilités du quotidien, avec une prédominance forte, encore une fois, sur les transports publics, les transports en commun, puisque transport en commun urbain, c'est un petit peu plus de 5 milliards, dont la moitié est occupée, se situe en région parisienne, mais enfin, il y a quand même une large utilisation dans le reste du territoire de la France, et 8 milliards pour tout ce qui est interurbain. Donc, quand vous avez additionné transports express régionaux plus réseau urbain, c'est déjà plus de la moitié une très grosse moitié de ce marché-là. Et au total, cette valeur-là représente plus de 22 milliards d'euros. Donc, bien évidemment, les enjeux sont forts. Les antagonismes entre les acteurs historiques de ce marché-là sont forts aussi. On va le voir un tout petit peu après.
Et force est de constater que cette révolution annoncée, elle est encore sur sa ligne de départ. D'accord ? Elle est annoncée, elle est théorisée, elle est modélisée pour partie, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution véritablement établie et que aucun des acteurs aujourd'hui en place et qui prétendent mettre une solution masse n'ont réussi à s'imposer et aucun modèle n'émerge véritablement. Il y a des initiatives de plus en plus nombreuses, mais aujourd'hui, rien ne s'impose et aucun acteur n'a véritablement fait autorité sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les mobilités durables du quotidien, en fait, elles concernent 3 familles d'acteurs. On a d'abord les exploitants des réseaux de transport public. D'accord ? Ceux qui opèrent les transports publics, dans bien des cas, ce sont des opérateurs privés, mais pas que. D'accord ? Dans bien des cas, ce sont les opérateurs privés. En tout cas, ce sont ceux qui exploitent la plus grande partie des réseaux de transport public. Donc, ce sont entre guillemets, les prestataires de services pour une deuxième famille d'acteurs que sont les autorités organisatrices de mobilité. Qu'est-ce que sont les autorités organisatrices de mobilité ? Pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, excusez-moi. Qu'est-ce que sont les autorités organisatrices de mobilité ? Ce sont les communautés d'agglomération et les régions. Ce sont les acteurs auxquels le législateur a confié la responsabilité et l'autorité pour organiser les services de mobilité sur le territoire qu'elles représentent. Donc, d'un côté, les communautés d'agglomération, métropoles, qui opèrent toutes les solutions de mobilité urbaine, et d'un autre côté, les régions, qui opèrent les solutions de mobilité interurbaine régionale. Et puis, il y a une troisième catégorie d'acteurs, d'accord, plus récents, plus nouveaux, tous ceux qui mettent en œuvre des mobilités alternatives. Vélo en libre-service, trottinette en free-floating, autopartage, etc., etc., etc. Eh bien, aujourd'hui, aucun acteur issu de ces 3 familles, n'a aujourd'hui véritablement réussi à mettre en œuvre une véritable mobilité servicielle. Ça s'explique comment ? Du côté des exploitants des réseaux de transport public, on a ce qu'on appelle un marché oligopolistique. Je prends ma respiration quand je le dis, ce n'est pas un terme simple à dire sans le crocheter. Donc, un marché oligopolistique dans lequel on a en France je vais même aller jusqu'à 4 acteurs principaux, que sont un que vous connaissez forcément à la SNCF, et puis qui opèrent donc du transport interurbain et grande distance, et puis des opérateurs plutôt typés interurbains, périurbains et surtout urbains, que sont Keolis, Transdev et RATP Dev, filiale de RATP, qui sont d'ailleurs des champions français, qui bien souvent exportent partout dans le monde leur savoir-faire. Et il faut savoir que dans le top 5 des entreprises qui opèrent des transports publics, 2,5 sont des opérateurs français. Donc, c'est vraiment une spécialité française et un secteur d'activité dans lequel on a un savoir-faire fort qu'on exporte partout dans le monde. Ceci étant dit, sur le territoire national, eh bien, quand vous avez grosso modo 3 ou 4 acteurs qui se partagent un marché, on est dans une situation qu'on appelle oligopolistique et qui, dans bien des cas, est synonyme d'une certaine inertie qui est aussi souvent synonyme de position acquise. Bon, là, je n'engage que mon analyse, mais c'est des choses que je constate assez régulièrement. Les autorités organisatrices de mobilité, elles ont une problématique de cloisonnement territorial. D'accord, elles ont chacune un territoire, un terrain de jeu, si je puis dire, au sein à l'échelle d'une agglomération ou d'une région. Elles pilotent leurs propres projets à l'échelle de leur territoire, mais les collaborations sont encore des sujets complexes, même si les régions essayent de jouer le rôle de fédérateurs, mais les initiatives sont encore assez isolées et les synergies peu nombreuses. Et au niveau des opérateurs alternatifs de mobilité, là, pour le coup, on a une offre bien souvent nombreuse, mais extrêmement fractionnée, encore
en devenir et certains d'entre vous ont déjà pu voir, notamment dans certaines villes de France ou d'Europe, ce que pouvait être l'anarchie du free floating, par exemple, avec des trottinettes ou des vélos délaissés un peu n'importe où au milieu de la chaussée. Hein. Donc voilà, c'est un marché qui est en train de se construire, qui est en train de s'inventer, pour lequel il va y avoir très certainement à un moment des mouvements de concentration pour ne rester que quelques acteurs dans chaque mode de transport. Mais voilà, ils ont chacun à leur niveau leurs propres contraintes, leurs propres inerties ou leurs propres difficultés, ce qui rend la mise en œuvre d'une mobilité servicielle, hein, d'une mobilité dans le cadre de laquelle on pourrait consommer facilement les différents modes de mobilité, assez complexe et assez difficile à mettre en œuvre. Eh bien, c'est à ce problème-là que s'attache MyBus, donc le projet que je représente et dont je suis l'un des deux co-fondateurs. Donc, au sein de MyBus, enfin de l'application MyBus, qui est développée et éditée par la société Monkey Factory. Quelle est l'ambition? Notre ambition, c'est de devenir la plateforme transversale de référence vers laquelle convergeront à la fois l'offre et la demande de mobilité durable du quotidien. Alors, c'est une ambition assez forte, hein, assez importante, mais on ne fait pas de grandes choses avec de petits objectifs. Et en tout cas, c'est un sujet qui est un domaine d'activité qui est extrêmement passionnant. Et nous, on a focalisé notre énergie et notre travail autour d'une application mobile MyBus qui se définit comme l'assistant malin des mobilités du quotidien, qui est d'ailleurs assez fortement présente en région Auvergne. Et l'actualité fait que hier tout juste, à 10h du matin, donc c'est vraiment tout récent, nous avons sorti la nouvelle version de notre application mobile, puisque nous l'avons entièrement repensée afin de préparer ce que va être la transformation des mobilités quotidiennes, les mobilités durables du quotidien autour de la mobilité servicielle. Alors, je vais vous passer très rapidement ce que l'on y fait, hein, puis on reviendra sur d'autres éléments conceptuels juste après. Donc, au travers de cette application, on va faire beaucoup d'informations voyageurs. Hein, on le faisait déjà avant, mais on l'a renforcé dans cette nouvelle interface, et dans laquelle on va pouvoir croiser tout un tas de mobilités différentes, avec notamment, par exemple, une réponse automatisée autour qu'est-ce que j'ai comme offre à proximité immédiate. Hein, quel est l'arrêt le plus proche, quels sont les horaires de prochain passage, est-ce que j'ai une borne de vélo en libre service, combien de vélos sont disponibles, à combien d'emplacements je peux me garer. C'est le cas par exemple à Clermont-Ferrand. Hein, on affiche cette information-là. Est-ce qu'il y a un service de trottinette? Est-ce que je vais pouvoir combiner ça avec du parking relais, par exemple? Enfin, de mettre largement en avant tout ce qui est lié à l'information sur ces modalités de transport. Bien évidemment, toujours axé autour de l'épine dorsale, de la colonne vertébrale, si je puis dire, qui est le transport en commun avec son réseau, ses horaires, ses passages plus ou moins fréquents, de l'information en temps réel, de la en temps réel. Donc, je passerai très vite sur ces écrans-là. Et puis, jusqu'à aller la capacité à acheter des titres de transport depuis son application et à utiliser son smartphone comme titre de transport. Ça peut paraître relativement simple quand on l'exprime comme ça. C'est relativement banal quand on va parler d'un voyage en avion, par exemple, ou d'un voyage en TGV. Dès qu'on va parler de transport en commun, finalement, c'est beaucoup moins banal que ça. Et les réseaux dans lesquels on peut voyager avec son smartphone ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, beaucoup de choses restent à inventer dans ce domaine-là. Et donc, la capacité, je disais non seulement à acheter son titre de transport, mais aussi à pouvoir le dématérialiser dans son smartphone pour n'avoir que son smartphone comme titre de transport. Alors, je vais passer un petit peu les écrans. Donc, un moyen simple et habituel de consommer son titre de transport une fois qu'il a été dématérialisé sur son smartphone, c'est ce qu'on appelle l'auto-validation par QR code.
Alors, je fais un parallèle avec la carte de transport ou le composteur. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un transport en commun, vous allez, avec votre carte de transport, par exemple, valider votre voyage et avoir accès aux moyens de transport. Eh bien, dans le cas de l'auto-validation par QR code, vous allez, au moyen de la caméra de votre smartphone, flasher un QR code qui va se retrouver soit en station, soit à l'extérieur du véhicule, comme c'est le cas par exemple sur le réseau du Puy-en-Velay, soit à l'intérieur du véhicule, du moyen de transport, comme c'est le cas à Clermont-Ferrand, notamment sur les lignes de tram ou les bus qui desservent le réseau. On va flasher un QR code, ce qui va déclencher le début de la consommation de son titre de transport, d'accord, ou marquer une correspondance, par exemple, et permettre l'affichage de ce qu'on appelle un M-ticket. Donc, c'est un titre de transport virtuel qui va nous permettre de voyager en règle, d'être contrôlé, d'avoir l'autorisation d'accès à bord d'un véhicule. Et puis, puisqu'on va pouvoir travailler avec des titres de transport dématérialisés, on va avoir accès à tout un tas de fonctionnalités que seule la digitalisation peut nous permettre. À titre d'exemple, dans l'application MyBus, on peut faire ce qu'on appelle du transfert de titres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que moi, je peux très bien avoir acheté un titre de transport ou un carnet de tickets, par exemple, et puis avoir un de mes amis ou un membre de ma famille qui me dit, tiens, est-ce que tu pourrais me dépanner d'un ticket ou parce que je suis en panne quelque part ou j'ai pas de monnaie sur moi, est-ce que tu pourrais m'envoyer un ticket? On a la capacité, puisque c'est digitalisé et dématérialisé, de transférer ce titre. À titre d'exemple, et pour l'anecdote, on a fait la comptabilisation il y a quelque temps en faisant l'analyse de nos bases de données. 15% de nos titres de transport font l'objet d'un transfert. Et seule la digitalisation permet cette souplesse-là. Voilà, ça c'est une des illustrations de ce qu'on peut réussir à faire avec de la digitalisation. C'est aussi du calcul itinéraire interopérable. Comment est-ce que je peux combiner de la marche à pied, du réseau, du vélo, du TER, etc., etc. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que une initiative et une application comme MyBus, elle prépare ce qu'est le futur de la mobilité, est au cœur des enjeux de cette mobilité, en permettant de combiner différents modes de transport et d'interopérer sur différents réseaux de transport. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la prétention d'être un des acteurs clés de la mobilité servicielle? Pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, nous avons un maillage territorial inégalé, unique, puisque nous couvrons 360 réseaux de transport en France. C'est quasiment la totalité des réseaux de transport urbains qui existent sur le territoire national. Alors, on n'a pas encore Paris, puisque comme nous sommes, vous le verrez tout à l'heure, des Auvergnats, on a d'abord commencé par travailler avec des réseaux locaux. Et d'ailleurs, merci à l'agglomération du Puy-en-Velay et merci à la métropole de Clermont d'avoir été les premiers à nous faire confiance. Et que petit à petit, on est remonté vers des villes de plus en plus grandes. Et la dernière marche est de couvrir aussi les transports parisiens, et ce sera fait d'ici la fin de l'année. Donc, on est l'application numéro 1 en France en termes de maillage territorial, d'accord, 360 réseaux couverts en information voyageurs, d'accord, et 120 de ces réseaux donnent accès à un titre de transport sur smartphone, qui sont de deux natures. Soit c'est le M-ticket, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, soit c'est le ticket SMS, qui est une autre forme de titre de transport dématérialisé, donc la capacité d'acheter et d'obtenir par SMS un titre de transport. C'est le cas, par exemple, à Saint-Étienne, pour parler d'une agglomération de grande taille assez proche. Et donc, dans MyBus, on peut retrouver 120 réseaux dans lesquels on donne accès à un titre de transport sur smartphone. Donc, aujourd'hui, on est l'acteur qui a l'offre la plus large de ce point de vue-là, aussi bien en information voyageur qu'en titre de transport. Ça, c'est un travail de longue haleine.
je vais y revenir, mais sur lequel on s'est concentré et attaché pour pouvoir acquérir cette position, cette masse critique, pour aborder de manière crédible la mobilité servicielle. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus qui nous sommes, alors nous sommes une start-up française qui est soutenue par de grands acteurs institutionnels. Alors, tout d'abord, je reviens, on est une entreprise 100% auvergnate. C'est pour ça que c'était important pour nous aujourd'hui de témoigner à Orbimob. Donc, moi, j'interviens au titre de la session Ponote. On a certains membres de l'équipe qui interviennent ou qui vont intervenir sur la session clermontoise. On est une équipe de 24 personnes aujourd'hui. Qui se répartissent entre Clermont-Ferrand et le Puy-en-Velay étant le siège social de l'entreprise. Donc, je répète, l'entreprise qui édite MyBus, c'est Monkey Factory. Et nous sommes deux cofondateurs, donc Franck Reynaud et moi-même, Frédéric Pacotte. Donc, c'est du sang auvergnat qui coule dans les veines de MyBus. On existe depuis pas très, très, très longtemps, puisqu'en fait, le projet a été prototypé dans le courant de l'année 2016. On l'a véritablement lancé dans le courant de l'année 2017, donc avec le soutien du Puy-en-Velay et de Clermont-Ferrand qui ont bien voulu nous faire confiance pour faire nos premières expérimentations, nos premiers tests terrain et nos premiers usages avec de vrais voyageurs. Ce qui nous a permis de signer de premiers clients et opérateurs dans le courant de l'année 2018. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que nous gagnons notre vie en percevant une commission sur la vente de titres de transport. Parce que l'objectif d'une start-up, c'est quand même à un moment d'avoir un équilibre économique. Donc, en fait, on est ce qu'on appelle un dépositaire digital, donc un intermédiaire qui va prélever une commission sur la vente de titres, sachant que le titre n'est pas plus cher au bout du compte pour les usagers. Donc, en 2018, en fin 2017, début 2018, on signe nos premiers clients. On a le plaisir de se voir décerner un Innovation Awards au CES de Las Vegas dans la catégorie Smart City. Donc, on a été là très précurseur sur ces sujets-là. Et on a fait une première levée de fonds en 2019 pour permettre d'accélérer et d'élargir nos activités et au travers de deux grands acteurs que sont EDF et la Banque des Territoires, complété par un fonds régional que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est Sofima. Donc, comme quoi on peut faire de l'innovation, pas uniquement dans la Silicon Valley ou à la station F à Paris, mais on peut le faire aussi depuis l'Auvergne, au Puy-en-Velay et à Clermont-Ferrand. Voilà, pour ce qui est de notre présentation, voilà, j'avais une petite fenêtre de tir d'une demi-heure, donc j'ai essayé de concentrer l'information. Maintenant, je serais ravi de pouvoir répondre à vos questions si vous en avez et de compléter mon exposé. Alors, peut-être pendant que les questions se posent, j'apporte une petite précision. Ce que je vous ai présenté de la mobilité servicielle, peut-être que certains d'entre vous se disent oui, mais c'est réservé à de très grandes agglomérations, à de très grandes villes dans lesquelles on a déjà une offre large de vélos en libre-service, de trottinettes, de transports en commun, de métro. Alors, je pensais comme ça il y a quelques années. Or, depuis maintenant quelques mois, on voit émerger dans des agglomérations tout à fait modestes, des projets dans lesquels l'idée est de combiner efficacement les différents modes de transport. D'accord, des agglomérations de la taille, même de la taille du Puy-en-Velay, par exemple. Notamment, on a des projets dans la région Grand Est où les collectivités territoriales, les exploitants des services de mobilité commencent à s'accorder pour dire ok, c'est pas maintenant qu'on a déployé l'ensemble de ces services de mobilité qu'on a mis du vélo. Alors comme l'a expliqué en début d'après-midi Jean-Paul Bringer, il y a eu beaucoup d'initiatives, par exemple, sur un territoire comme le Puy-en-Velay. Il y a du vélo à disposition, il y a de l'autopartage, il y a du transport en commun, il y a du parking relais, il y a des navettes gratuites, les taxis sont souvent aussi des bons compléments. Et bien, comment est-ce qu'on met en synergie l'ensemble de ces modes de transport pour offrir un service de mobilité clairement compréhensible, facilement accessible et facilement utilisable?
D'accord? Donc, ça ne concerne pas que le top 10 des métropoles françaises, ce sujet-là, hein. C'est vraiment un sujet du quotidien qui concerne l'ensemble des territoires, notamment des territoires comme l'Auvergne. Dans l'auto-validation par QR code que je vous mentionnais, en fait, tout le travail, il est fait par l'usager lui-même. En fait, c'est l'usager qui, sur son smartphone, a un ou plusieurs titres de transport. D'accord? Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et qui, avec son téléphone, d'accord? Hein, donc là, on parle bien du téléphone, du smartphone de l'usager, va scanner, hein, l'application active sa caméra pour lui donner la capacité de scanner un QR code qui peut se trouver, comme je disais tout à l'heure, à un arrêt de tram ou de bus, qui peut se trouver sur la porte d'accès du véhicule, qui peut se trouver dans le véhicule aussi, puis parfois c'est les trois, hein. Donc, ce QR code est la mire avec laquelle il va valider son titre. Donc, ça n'est pas le conducteur, dans ce cas-là, qui est acteur de la validation. Éventuellement, et dans bien des cas, une fois que l'usager aura validé son titre, va se présenter l'écran que je suis en train de vous projeter et va présenter l'écran de son smartphone au conducteur pour dire j'ai bien validé mon titre, je dispose bien d'un droit au voyage et donc je suis légitime à accéder au véhicule. Mais c'est bien l'usager qui est acteur. D'accord? Donc le conducteur n'a pas d'action particulière. Alors, après, ça, c'est la solution la plus souvent rencontrée, hein. Il y a d'autres contextes, et d'ailleurs, on déploie aussi parfois ces solutions-là chez MyBus. C'est le conducteur qui est équipé d'un smartphone avec une application métier et qui va scanner le QR code qui se trouve sur le titre de transport physique dont est muni l'usager. C'est par exemple bien souvent un écolier qui, dans le cadre d'un transport scolaire, a une carte cartonnée sur laquelle est un QR code. Il présente cette carte cartonnée au conducteur qui, lui, a une application sur un smartphone et vient flasher le QR code et s'assurer qu'il s'agit bien d'un titre valable pour la bonne destination, notamment. Mais dans bien des cas, hein, c'est l'usager qui est acteur de la validation et de la consommation de son, enfin du démarrage de la consommation de son titre.